a remporté le match entre Le Pen et Macron? Nous vous avons demandé de trancher. Quelles sont les propositions de la candidate du Front National pour l'Outre-mer? Dans un entretien accordé à notre rédaction, Marine Le Pen a expliqué ses mesures pour nos régions, comme l'a fait hier soir Emmanuel Macron. Et les syndicats continuent de perturber le centre de tri de la Poste à l'aéroport Paul-Caraïbes. Après l'échec d'une première rencontre, les partis n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente. Ils n'ont pas cependant rompu le dialogue. Les explications d'Isabelle Amos sont à venir. Et que fait l'Europe pour nos régions? Ce soir, le joli mois d'Europe nous conduit à la société Océane de Pointe-Noire. Elle vient de lancer un projet innovant de développement de l'élevage de poissons. Un défi pour notre département qui importe près de 70% du poisson qu'elle consomme. Et le SMA, le service militaire adapté, fête ses 55 ans d'existence. Une exposition dans les allées du centre commercial Millénis retrace le parcours et les actions de ce régiment, particulièrement apprécié pour sa politique de formation. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Qui est sorti vainqueur du grand débat de l'élection présidentielle? Pour une large majorité de la presse, Emmanuel Macron s'est imposé face à Marine Le Pen. Du côté des médias internationaux, ce duel s'apparentait davantage à un corps à corps sans répit, pas à la hauteur des enjeux liés à cette élection. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Patrick Curie et Moïse Dexter se sont rendus à Basse-Terre pour recueillir quelques avis. On écoute vos réactions. Alors là, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, mais l'autre avait le petit jeune homme, enfin le monsieur avait beaucoup plus de sang-froid que l'autre, que la dame. C'est mitigé. C'est mitigé, moi je ne sais pas. Je pense qu'il a été plus à la hauteur. Ouais. Qui s'est mieux expliqué? Oui. Ah, moi je joue Macron, c'est mieux expliqué un petit peu. Hein. Tous les deux, hein, c'est un petit peu foufou. Hein. C'est un bel débat. Mais là, on va écouter parole à Macron et on va écouter Les Pen. Macron a répété toujours le même bitin là, mais Les Pen veut faire comprendre, il veut changer bitin là, mais si vous voyez bitin là changer, bitin là, tout raide pour la Guadeloupe, pour les autres, mais ça qui est tout raide. Ah oui, c'était lamentable. Je n'ai pas compris Madame Le Pen. Elle a fait un rictus, un rire agaçant, et ça m'a déplu. Qui a remporté le débat? Personne. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Macron. Moi, ni l'un ni l'autre. Chacun est libre quand il dépose son bulletin dans l'urne. Donc, bon. Il s'est bien défendu. Bon, il connaît de quoi il parle. Hein, donc, je crois que tout le monde pense pareil. Hein. Bon, la majorité. Nous avons voté même pas par conviction, nous avons voté par obligation. On se veut là. Mais nous faisons quand même. Oui, il y a un monde qui rapporte. Bon, peut-être d'après publicité à politique là, quand on dit Macron qui rapporte. Mais politique, c'est qui traite. Et il peut une surprise dans ça. Pas étonné aussi si Les Pen gagnaient. Ils étaient en train de se déchirer, de s'invectiver. Non, moi, ils n'ont pas présenté vraiment de projet pour la France. Ni un ni l'autre. Je l'ai trouvé un petit peu avec un petit peu de fierté, un petit peu quéroleuse. Et à l'autre bout de l'archipel, les avis sont tout aussi mitigés. On regarde les réactions recueillies par Isabelle Amo. Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il a été très convaincant et il est venu avec son programme, et tandis que Marine Le Pen est venue avec des arguments pour pouvoir l'enfoncer et elle n'a présenté aucun programme. J'étais assez déçu du débat parce que c'était pour moi assez creux, les deux candidats, pas plus Le Pen que Macron. Aucun n'a été convaincant? Aucun n'a été vraiment convaincant, non. Enfin pour moi. Mais ça ne changera pas mon vote pour dimanche. Et est-ce que vous avez trouvé que Marine Le Pen, comme beaucoup de personnes, attaquait beaucoup? Pas du tout, non. Moi je ne pense pas que Marine Le Pen a attaqué plus que Macron. Je crois que les deux n'ont pas été au niveau. Mais je ne crois pas que Marine Le Pen ait été injurieuse ou quoi que ce soit. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de considération. J'ai regardé pour me convaincre de mon opinion vis-à-vis des deux candidats, mais il n'y a aucun qui m'a emballé. Donc, si c'est pour parler de la discussion, il était plus au fait de ses opinions, il était plus au fait de son dossier. Alors que Marine Le Pen, elle passait son temps à l'attaquer. Vous allez faire ci, vous allez faire ça.
Elle n'a pas tellement dit ce qu'elle va faire, à part dire qu'elle va virer tous les fichiers S et tout ça. C'est M. Macron. C'est parce que je vois qu'il est plus actif quand même. C'est lui qui est bon pour la France. Un programme plus intéressant que Marine Le Pen. Marine Le Pen, bon, elle a essayé de le contredire à chaque fois, pas le laisser parler. Je trouve que dans un débat, bon, ben, il faut quand même savoir un peu laisser la place aux autres. Voilà. Le Pen, il n'y a pas de programme. Il passe à côté. Chaque fois qu'il demande une question, il passe à côté. Il fait comme si c'est comme s'ils veulent vous voir. Monsieur Macron. Eh ben, je n'écoute pas tous les cirques de la présidentielle. Et pour le vote, je ferai comme Mélenchon. C'était pas ce que j'attendais. Il n'y a pas eu plus d'éclat qu'autrefois. C'est pourquoi, justement, et on craignait que ça débouche sur pas grand-chose. Il n'y a rien qu'au sondage qu'on a fait après. On a bien vu que les jeunes n'étaient pas intéressés par ce qu'ils ont entendu. Et après Emmanuel Macron hier soir, c'est au tour de Marine Le Pen d'expliciter ses mesures pour nos régions. Un entretien signé Éric Dupuis. Beaucoup d'ultramarins se sentent laissés pour compte en 2017. Quelles sont vos mesures pour réduire les écarts de développement, les prix Alors, non, pas tout mélanger, mais il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut encore une fois inclure l'outre-mer dans une vraie grande politique de développement économique. En s'appuyant sur des dispositifs qui sont des dispositifs qui ont été efficaces et qui restent efficaces dans des territoires que j'appelle économiquement contraints. Voilà. Ce sont les dispositifs de défiscalisation, ce sont les dispositifs de baisse des charges pour les entreprises, pour pouvoir attirer aussi des entreprises afin qu'elles investissent en outre-mer. Mais je le dis clairement, et j'ai toujours été très honnête dans ce domaine, on ne réglera pas le problème du sous-investissement ou de la sous-attractivité si on ne règle pas le problème de l'immigration et de l'insécurité. C'est particulièrement vrai, il faut bien le dire, en Guyane, car c'est un problème majeur. C'est un problème qui a des conséquences évidemment sur l'économie, mais la Réunion est également confrontée, elle aussi, non seulement à un problème d'immigration, mais aussi au problème d'immigration massive que subit Mayotte. Il y a un effet domino en fait dans les difficultés. Donc ça se traite par le retour d'un État qui assume ses responsabilités régaliennes et qui fait preuve, encore une fois, d'autorité et de fermeté. Je veux un grand ministère de l'Outre-mer et de la mer, un ministère de plein exercice, parce que je veux associer, encore une fois, je veux faire de l'outre-mer l'architecte de la future grandeur de la France, l'architecte de ce développement économique qui, aujourd'hui, est un des points faibles, en réalité, de l'outre-mer, pour lequel, depuis 10 ans, personne n'a eu, en réalité, de vision. Et puis, il faut régler le problème de l'inégalité de traitement. Nous sommes en France, tous les citoyens sont égaux. Or, on est obligé de constater que, notamment dans le domaine de la protection sociale, l'égalité est très loin d'être respectée entre l'outre-mer et la métropole. Il faut régler ce problème. Pour revenir sur votre politique de lutte contre l'immigration, vous n'avez pas peur, ou du moins ne risque-t-elle pas, d'avoir des dommages collatéraux envers les populations d'outre-mer qui sont parfois assimilées à des populations d'immigrés? Non mais, pardon, mais au contraire, il faut être extrêmement clair. Au contraire, il faut être extrêmement clair. Il faut clairement faire la différence entre les Français, les étrangers qui sont là et qui sont là légalement, parce que moi, les étrangers qui sont là légalement et qui respectent nos lois, nos valeurs, nos codes, etc., n'ont aucune raison d'avoir peur de moi. Aucune. Et puis ceux qui viennent sans demander l'autorisation et qui créent la perturbation, qui sont la source d'une insécurité majeure, qui fait qu'en Guyane, à Mayotte, moi, beaucoup de femmes m'ont dit c'est le couvre-feu. Voilà, à partir de telle heure de la soirée, on ne sort plus parce qu'on a peur. Est-ce qu'il est supportable de laisser cette situation perdurer dans des territoires français? Bien évidemment que non. Bon, voilà. Donc, non, je crois qu'au contraire, la clarté, le principe de priorité nationale qui va bénéficier à l'intégralité des Français et au premier rang desquels, évidemment, nos compatriotes d'outre-mer. Parce que quand les jeunes viennent faire des études,
ils n'ont pas de priorité d'accès au logement étudiant. Je trouve que ce serait normal, compte tenu des distances qu'ils parcourent pour pouvoir venir étudier en métropole. Lorsque nos compatriotes d'outre-mer arrivent pour s'installer en métropole, ils n'ont pas aujourd'hui d'accès prioritaire pour le logement social. Je trouve que ce serait normal, compte tenu des distances qui séparent la métropole et l'outre-mer. Donc un accès prioritaire aux originaires d'outre-mer, on l'a bien compris. Marine Le Pen, si vous êtes élue dimanche soir prochain, vous aurez la possibilité, 3 jours après, le 10 mai, d'aller au Jardin du Luxembourg pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Quel est votre regard personnel sur cette commémoration de l'esclavage? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Écoutez, l'esclavage a été une épouvante. Objectivement une épouvante. Et la France, d'ailleurs, n'a pas qu'à rougir de l'œuvre qu'elle a effectuée précisément pour mettre fin à cet esclavage. Je pense qu'on tire d'ailleurs de nos valeurs, qui sont les valeurs de la civilisation française, cette grande idée de l'égalité entre les hommes. Et donc il faut défendre cette idée de l'égalité entre les hommes. Et il faut la défendre au moment où, aujourd'hui, l'égalité entre les hommes et les femmes, d'ailleurs, est remise en cause par la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et la lutte contre l'esclavage doit aujourd'hui continuer aussi. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une forme d'esclavage moderne qui consiste à aller chercher des travailleurs à bas coût pour venir les importer sur nos territoires, pour que les multinationales puissent avoir des gens à disposition, que l'on paye d'une manière dérisoire, que l'on loge dans des conditions qui sont déplorables. Voilà, il faut toujours garder à l'esprit que ce qui a animé tous ceux qui ont lutté contre l'esclavage et ont réussi à faire disparaître, en tout cas chez nous, parce qu'ailleurs ça continue à exister, il faut quand même être conscient de cela, en tout cas chez nous cet esclavage, eh bien ils doivent toujours avoir la conscience éveillée, car bien sûr ça n'est pas exactement les mêmes formes, mais il y a des formes d'esclavage moderne que dénonce d'ailleurs régulièrement le pape et qui doivent rester un sujet pour nous de préoccupation. Et dans 2 jours, les Antillais et les Guyanais seront appelés à se rendre aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Certains envisagent de s'abstenir ou encore de voter blanc. Quelle est la différence entre les deux et comment ces choix pèsent-ils sur l'issue du scrutin? Les explications d'Alwin Courcy et de Michelet François. Quelle est la valeur du vote blanc et celle du nul? À 3 jours du 2e tour des élections présidentielles, certains peuvent se poser la question. Vote blanc, pas bon. Vote nul, pas bon. Qui blanc, qui nul, c'est même bail là. C'est moi qui ai pris la décision de ne pas voter, de choisir ni à droite ni à gauche. Et donc je vote blanc. Et le vote nul, c'est l'ensemble des votes, je pense, qui fait que ça donne un résultat nul. On peut considérer un vote nul si on met 2 bulletins dans la même enveloppe. Ça c'est vrai, voilà. C'est vrai, il y a cette différence. Et le vote blanc? Blanc, voilà, l'enveloppe sans rien. Les 2 votes sont pourtant bien différents. Le vote blanc est comptabilisé et consiste à déposer dans l'urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat. Un vote nul, lui, correspond à des bulletins déchirés ou annotés. Le vote blanc et le vote nul, ils sont comptabilisés, c'est-à-dire que dans la proclamation des résultats officiels, on les fait apparaître. Ce qui permet aux personnes qui ont recours au vote blanc de voir leur choix apparaître. Ceci étant, la règle qui est inscrite dans la Constitution, c'est que le président de la République, il est élu à la majorité des suffrages exprimés. Il faut comprendre par là que si le vote blanc était majoritaire au 2e tour, le candidat qui aurait le plus de voix serait tout de même élu. Une anomalie pour certains qui aimeraient voir ce vote comme un résultat à prendre en compte. Lorsqu'on a des candidats qui ne nous plaisent pas, ce qui est mon cas par exemple, on est vraiment dans l'embarras et je trouve que ça devrait être comptabilisé, ça serait une façon de marquer son opposition. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Et si jamais il était comptabilisé, qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite, si jamais le vote blanc était majoritaire? Il faudrait annuler les élections et faire en sorte qu'il y en ait des nouvelles. Au premier tour, il y a eu 8152 votes blancs et 6541 votes nuls. Ces 2 votes ne doivent pas être confondus avec l'abstention, qui est l'absence de participation au scrutin des élections présidentielles.
Et je vous le disais en titre, le centre de traitement courrier colis de la Poste près de l'aéroport Paul Caraïbes est paralysé par un mouvement de grève depuis mardi. Une mobilisation illimitée à l'appel des 3 organisations syndicales de l'établissement. Ils dénoncent un plan de réorganisation des services qui mettra en péril leurs conditions de travail déjà précaires. L'éclairage d'Isabelle Hameau. La mobilisation du personnel de la Poste prend forme une nouvelle fois. C'est devant le centre de traitement des courriers et colis qu'un piquet de grève est dressé. Les grévistes dénoncent un manque d'effectifs. En 2014, ils ont fait une réorganisation et ils ont supprimé 14 emplois. Dans 14 emplois, en réalité, ce n'est plus que 16 emplois. Ils ont supprimé leur mettre les remplacements et tout. Et donc, aujourd'hui, nous avons subi conséquences à la réorganisation. Là, ça. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils ont porté des activités nouvelles. Mais ils voulaient faire ces activités nouvelles là, ça, avait même effectif là. Et donc, ça qui est arrivé, c'est que nous dit, nous ne pouvons pas quimber. Les agents disent, nous ne pouvons pas quimber, car nous, que faire bailler. Donc, nous sommes obligés, ils demandent nous à déposer pour y avoir grève pour faire comprendre une revendication et défendre une revendication. Mobilisés depuis mardi, ces salariés déplorent notamment un manque de moyens matériels au sein de la profession. Nous, des stores, ça fait plus de 5 ans que nous ne pouvons pas ouvrir la réaction pour nous avoir un petit bon fraîcheur. Nous avons demandé patron l'a fait ça, mais toujours au point mort. Et nous avons des machines qui vraiment qui pas bon et nous demandons d'échanger. Et tout bitin toujours au point mort avec. Tout bitin c'est qui est fait et nous pas avoir rien qu'à venir. Depuis le début de l'année, la Poste est à son 4e conflit. Tous similaires. Et si la politique d'emploi du groupe s'applique par des CDI, les recrutements seraient alors quasi inexistants. Nous avons buté toujours à les mêmes points là, pas ni pour avancer et la Poste pas ni pour volonté non plus de faire les choses évoluer. Tout simplement, l'objectif et stratégie c'est la suppression des postes. Et jeudi jour, nous avons dit, nous déterminer, c'est les collègues, nous avons dit, les travailleurs qui travaillent ici, site là, qui a 95% des grévistes qui décidaient d'arrêter le travail pour porter en tout cas revendications à eux. Une première rencontre avec la direction a échoué. Celle-ci reste néanmoins ouverte à toute discussion. Quant au service du centre de traitement des courriers, il n'est pas pour autant perturbé par la grève. Le centre est actuellement en activité partielle et l'ensemble du courrier de métropole est traité, l'ensemble du courrier qui part vers les autres destinations est traité, les élections, les plénitudes ont été traitées et l'activité de manière générale est suivie et elle est acheminée dans les plateformes. Les syndicats et la direction de la Poste se sont rencontrés dans l'après-midi pour tenter d'accélérer la fin du conflit. Dans le cas contraire, la mobilisation continuera. Et dans le reste de l'actualité, ce mois de mai est également dédié aux actions de l'Union européenne, le joli mois de l'Europe, une opération qui vise à donner plus de visibilité aux actions de l'Union européenne pour nos régions. Ce soir, la société Océane de Pointe-Noire nous a ouvert ses portes pour nous montrer son projet de développer l'aquaculture marine en Guadeloupe, un programme qui n'aurait pas été possible sans l'aide des fonds européens. Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. La pêche aussi a bénéficié des fonds européens. Exemple dans le secteur de l'aquaculture marine, ces subventions ont permis le développement d'un procédé innovant de pisciculture. Océan, l'entreprise bénéficiaire, a créé une structure d'élevage, une référence en matière de savoir-faire. Donc on a différentes espèces élevées, aussi bien derrière moi les étangs avec les wassous ou les rougets créoles, et l'élevage de poissons marins, comme vous avez pu voir sur les cages. Donc cette partie poisson marin, le loup Caraïbe, commence dans l'écloserie qui est derrière moi. Pendant 2 mois, on reçoit des alevins qui font 1 mm, on les fait grossir jusqu'à 5 grammes. Et une fois qu'ils font 5 grammes, ils peuvent découvrir ces cages avec ce grand volume et grandir pendant environ 1 an pour atteindre un poids d'1 kilo. Ces cages sont des prototypes créés pour affronter les aléas climatiques et plus précisément la houle cyclonique. Immergées jusqu'à 18 mètres de profondeur, elles représentent le nid des futurs producteurs. Donc en cas d'alerte cyclonique, on va pouvoir couler ces cages sous l'eau. La houle cyclonique passera par-dessus, n'impactera pas le matériel, donc les cages, et encore moins le cheptel. Donc le cheptel se portera bien. Une fois que la houle cyclonique s'est calmée, on va réinjecter de l'air dans nos structures et faire reflotter ces cages. C'est des prototypes, on n'est que 2 en Europe à tester ces cages. Donc il y a un élevage à La Réunion et ici à Pointe-Noire au sein de la société Océan. L'achat de telles structures n'aurait pas été possible sans l'apport de subventions conséquentes. Et grâce à une partie de ces sommes, ils ont pu développer un parcours pédagogique sur le parc pour expliquer aux petits et aux grands
la faune, la flore et toutes les activités du site. Et restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Une exposition pour retracer les 55 ans du RSMA en Guadeloupe. Et puis petit détour en Guyane où le groupe cubain Son Carioca entame une tournée. Le compte à rebours a commencé pour les étudiants qui souhaitent obtenir une bourse ou encore un logement afin de poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Ils ont jusqu'au 31 mai pour constituer leur dossier social étudiant. Comment s'y prendre? Les explications tout de suite avec Linda Kayarsi. Rendez-vous tout d'abord sur le portail en ligne du dossier social étudiant. Pour effectuer la saisie en ligne, vous aurez besoin de votre numéro INE. L'avis fiscal 2016 concernant les revenus perçus en 2015 par vos parents. Et enfin, un relevé d'identité bancaire. Pour le reste, il suffit de se laisser guider. À la fin de la saisie, un email vous confirmera l'envoi de votre dossier social étudiant par courrier électronique sous 48 heures. Une fois votre dossier reçu par email, il ne vous reste plus qu'à vérifier les informations et à le renvoyer signé accompagné des pièces justificatives demandées par voie postale à l'adresse du CROUS Antilles-Guyane. Pour les demandes de bourse, une notification d'attribution sera envoyée par email dans un premier temps. Avec ce document, l'étudiant sera exonéré de frais d'inscription et de sécurité sociale étudiante. Enfin, concernant le logement, la réponse est attendue pour la mi-juin. 3 possibilités, soit le CROUS attribue un logement qu'il faudra réserver, soit il met en attente de décision, soit il rejette la demande. Le dossier social étudiant est à effectuer en ligne jusqu'au 31 mai 2017. Installé en Guadeloupe depuis 1961 au camp de la Jaille, le RSMA est devenu un véritable tremplin pour l'insertion des jeunes Guadeloupéens. Plus de 80% d'entre eux trouvent un emploi à l'issue de leur formation. Un parcours d'excellence illustré en images à travers une exposition visible dans les allées du centre commercial Millénis aux Abîmes. Reportage Linda Kayarsi. Le RSMA s'expose sans contrôle. 55 ans d'histoire en terre guadeloupéenne. C'est de faire vivre la mémoire de ce qui a été fait par le régiment sur l'île, puisque voilà, quand les faits commencent à dater de plus d'un demi-siècle, on peut avoir tendance à en perdre la mémoire. Et puis c'est aussi l'occasion, en parlant de ce qui a été fait dans le passé, de parler de ce qui est fait maintenant au régiment, puisqu'il y a eu un basculement dans la mission du régiment qui avant faisait beaucoup de travaux d'infrastructure dans l'île et qui aujourd'hui est plus tourné vers la formation professionnelle. Le cyclone Inès, l'éruption de la Soufrière, rénovation du fort d'Elgrès, autant de photographies qui témoignent de l'engagement du régiment, du service militaire adapté. Les sources sont très vastes et très éclatées géographiquement et institutionnellement. Donc il y a eu toute une partie qui s'est évidemment déroulée aux archives départementales, aux archives nationales. Il y a eu tout un travail de recherche auprès des anciens du SMA qui m'ont apporté des témoignages, qui m'ont apporté des photos. Et puis évidemment une grosse partie de travail au niveau des archives militaires qui sont conservées à Vincennes. 55 ans de mémoire qui seront bientôt consignés dans un ouvrage. Il y a effectivement la parution d'ici l'été d'un livre qui retrace les 55 ans du régiment. Le président de région, M. Harry Chalus, a fait son service au régiment et d'ailleurs a bien voulu écrire une préface pour le livre donc, qui doit sortir d'ici cet été. L'exposition du RSMA est visible jusqu'au 31 mai au centre commercial des Abîmes. Et ambiance carioca maintenant, la chanteuse Nora Mirsi et le violoniste Robert Tico investiront la scène de l'Ancre à Cayenne en Guyane, un événement gratuit qui devrait attirer de nombreux mélomanes. Charlotte Fleury. À l'école de musique, l'heure est aux répétitions pour ces 6 musiciens cubains. Samedi, ils donneront 2 concerts à l'Ancre, une manière pour l'association Emotion Latina d'apporter une contribution aux Guyanais après les récents événements sociaux. Un moyen de redonner le sourire, mais surtout de partager. Ça fait 20 ans que je vais à Cuba, ça fait 15 ans que je produis un groupe et j'ai formé un groupe qui s'appelle le Santiago Buenavista Troubadour, qui est déjà venu ici 9 fois. Ils ont fait ici une vingtaine de concerts. Et pourquoi ce groupe ? Parce que dans le Santiago Buenavista Troubadour, j'avais une tête d'affiche qui est Nora Mirsi, que je m'occupe d'elle depuis une dizaine d'années. Et je me disais toujours que Nora Mirsi a une classe internationale. C'est une chanteuse hors pair. Et j'avais envie, justement, pour fêter ça, pour fêter ces 10 ans de Emotion Latina, d'offrir aux Guyanais un concert, tout Nora Mirsi, et accompagné par le virtuose du violon Robert Tico,
Robertico qui a ce don de créer de très belles mélodies et puis de savoir aussi improviser. Et c'est pour ça que cette année, nous avons, avec les amis musiciens cubains qui vivent en Guyane, ce sont tous des professeurs de musique, j'ai formé ce petit groupe pour le plus grand plaisir, je l'espère, du public. La chanteuse Nora Mirsi et le violoniste Robertico jouent ensemble depuis de nombreuses années. Cette fois-ci, ils seront accompagnés de 4 autres musiciens. Ivan au violoncelle, Castro à la trompette, Jonathan au piano et Edel aux percussions. Si Nora et Robertico sont les seuls à ne pas résider ici, ils n'en démontrent pas moins leur attachement pour la Guyane. J'ai beaucoup d'amour pour la Guyane, ça fait 6 fois que je viens. Je suis encore plus contente de venir cette fois-ci parce que j'ai appris par les actualités à Cuba que la Guyane vivait des moments difficiles. Pour moi, venir juste après ces événements, ça a encore beaucoup plus de signification. On va faire comme d'habitude, ce que nous pouvons donner de meilleur. Nous allons partager avec le public guyanais et pour ce public, je vais donner le meilleur de moi-même. Je pense que je reviens comme si je reviens à la maison. Ces 2 concerts sont pour tous ces musiciens une belle manière de célébrer l'amitié entre la Guyane et Cuba. Elle dit toujours à chaque concert, Guyane, je vais chanter pour toi. Et c'est l'heure des informations en pratique maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au collège Maurice Satineau de Bemao. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Eddy Planté pour Questions directes.